Capsule spéciale, on bouleverse nos programmes pour parler de l'actualité actuelle. L'actualité actuelle, c'est pas super comme terme, mais à Caracas, au Venezuela, avec l'agression impérialiste qu'il y a eu de la part des États-Unis d'Amérique de Donald Trump, qui a annoncé aussi dans la foulée la capture de Nicolas Maduro, le président vénézuélien, ainsi que sa femme. Capture qui a été confirmée par l'état-major, notamment la vice-présidente du Venezuela, qui l'a dénoncé évidemment. Donc on va devoir parler de tout ça. On va essayer de faire une petite analyse, essayer de voir vers quoi ça peut mener pour le Venezuela et aussi pour la paix mondiale, hein, parce que vous savez qu'on est dans une campagne aussi pour la paix et contre la guerre, avec tous les événements qu'il y a eu à Gaza, en Ukraine et tout ça. Et donc là, on rentre un petit peu dans cette escalade guerrière avec Trump qui se permet à l'ancienne d'intervenir comme ça, carrément de capturer un président, de kidnapper un président en exercice dans un pays. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à parler de tout ça? Ouais, bah, il faut prêt à parler de tout ça, j'ai envie de dire sale jour pour, ceux qui veulent attaquer l'hégémonie américaine, ceux qui en ont marre justement de l'impérialisme, et de sa puissance militaire, états-unienne. Je vais me forcer à dire états-unienne et non pas américaine parce que les Amériques ne sont pas, le précaré, des États-Unis, malgré, ce qu'on voit aujourd'hui et qui nous rappelle que historiquement, ils ont toujours cru qu'ils étaient chez eux. Voilà, et là, ils continuent. C'est vraiment l'impérialisme, on va voir si on en discute, mais là, c'est, ce que nous on appelle, la doctrine Monroe 2.0, quoi. Vraiment le retour à l'impérialisme du début du XXe siècle où, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale était vraiment le terrain de jeu de commerce, d'export de capitaux, d'export de marchandises privilégié des États-Unis, et qu'ils ont voulu maintenir, pour pouvoir maintenir leur puissance et la développer, voilà. Donc là, vraiment, on revient vraiment à un impérialisme assez, classique, archaïque et brutal. Ouais, ouais, ouais. Bah, on va commencer peut-être justement, tu parlais de la doctrine Monroe 2.0. Je pense qu'on peut commencer par le petit thread de position revue. Donc, je crois que celui-là, c'est toi qui l'a Ouais. produit. Où tu parles justement de cette doctrine. Tu dis les États-Unis de Trump continuent l'application de leur doctrine Monroe 2.0, la diplomatie du dollar et la déstabilisation des concurrents commerciaux par l'intervention militaire. C'est un retour au capitalisme impérialiste forcené du début du XXe siècle, avec là les images justement des bombardements à Caracas, hein. Comme pour l'intervention en Iran cet été, les USA, première puissance pétrolière, tentent de déstabiliser les sources d'approvisionnement concurrentes pour maintenir le seuil du baril conventionnel en dessous de 60 $. Le pétrole de schiste n'est plus rentable sinon. Parce que, oui, donc ils veulent le laisser, ils veulent que le baril soit cher au-dessus quoi, de 60 Ouais, c'est dollars ça, parce que sinon exactement. leur pétrole n'est plus rentable. Les USA cherchent le pourrissement des concurrents et la vassalisation de leurs partenaires. Pour ces raisons, ils vont organiser la destruction sociale et économique des États à l'écart de cet agenda, Venezuela, Cuba, Moyen-Orient, et aligner l'Europe sur leurs intérêts. Ainsi, partout où Trump passe, il parle de paix, mais cela ne signifie juste que l'alignement commercial et mercantile sur les Nord-Américains, cela contrôlé par la force militaire, c'est le cas en Ukraine, en Afrique, au Moyen-Orient, avec sa fausse paix en Palestine occupée. Les progressistes anti-impérialistes européens doivent rompre définitivement avec cette nation guerrière qui conduit la planète à la destruction et l'humanité à son aliénation. Il n'y a pas de progrès social et humain sans rompre avec l'OTAN et son relais, l'UE. Stop USA. Donc voilà, ben ton trait dit déjà beaucoup de choses et notamment par-delà les trucs, parce que Trump, je ne sais pas si vous avez suivi, mais expliquait qu'il était en lutte contre le narcotrafic et il considérait que Maduro ferait du narcotrafic, notamment, je crois, de fentanyl, et donc, pour pouvoir lutter contre le narcotrafic, il pourrait intervenir dans son pays. Bon, il y avait des extraits de Trump, pourtant, qui nous disent, alors c'était quelques mois auparavant, où il nous disait que c'était pour prendre le pétrole.
là, 9 mois avant son élection, Trump said, enfin, il disait qu'il voulait que le Venezuela se casse la gueule, quoi, pour prendre leur pétrole. Donc c'était quand même assez clair, et c'est vrai que c'est la raison évidente économique, hein. Le Ouais, Venezuela étant le premier à avoir le plus de ressources de pétrole mondial hors pétrole de schiste, parce que sinon c'est les États-Unis avec leur pétrole de schiste. Et donc, cette raison était beaucoup plus claire que le narcotrafic, parce qu'on rappelle quand même que les États-Unis ont laissé faire l'industrie pharmaceutique avec la crise des opioïdes, qui ont tué plus de 500 000 personnes en 10 ans pour des intérêts commerciaux, où les industries pharmaceutiques ont rendu addicts aux opiacés des gens et les ont poussés donc parfois à l'overdose et à la mort. Et pourtant, ils ne sont pas allés kidnapper les PDG des grandes entreprises pharmaceutiques, comme devrait le faire un État socialiste qui serait digne de ce nom, quoi. Donc voilà, première chose à retenir, je pense, de cette histoire, c'est vraiment le rôle prééminent du pétrole. Et vous verrez que vous n'en entendrez pas tant parler que ça à la télé. Ben on en parle, un peu, dans les médias parce que Trump, comme tu dis, en a parlé et ça a, beaucoup fait réagir pour ceux qui s'y intéressent beaucoup, sur le budget, donc 2026 de Trump, qui a eu du mal à sortir. Il y a même eu, un peu un shutdown. Et tous les réactionnaires, cubains anticastristes et donc anti-Maduro, avaient refusé justement de voter son budget, si Chevron, c'était la dernière compagnie pétrolière américaine qui négociait avec le Venezuela, si Chevron continuait d'importer du pétrole vénézuélien. Donc en mai, Trump avait retiré son accord avec enfin, son autorisation à Chevron et l'avait remis en juillet. Donc on voit toutes ces petites tractations, etc. Et ça, en fait, on voit l'impérialisme américain qui a besoin de cette ressource parce que c'est des compagnies, il y a des compagnies historiques qui utilisent du pétrole et qui ont des liens spécifiques. Donc c'était Chevron, par exemple, avec du pétrole qui raffine, qui n'est pas du gaz de schiste. Parce qu'il faut comprendre aussi que aujourd'hui, les États-Unis sont devenus la première puissance pétrolière, donc ils veulent contrôler le prix du schiste en contrôlant le Brent. C'est ce qu'on a vu en Iran, c'est ce qui a été dit dans le trade, etc. Mais ils ont aussi besoin pour leur, comment dire, leur pétrole, leur compagnie pétrolière qui utilise du pétrole non schiste historique, hein, tu vois, c'était la Standard Oil, c'est Chevron, c'est Exxon, etc. De continuer de maintenir aussi leurs approvisionnements pour à la fin contrôler le marché mondial du pétrole, le prix, les approvisionnements, etc. Et tout ça est fait là-dessus. Et c'est vraiment la nouvelle doctrine c'est pour ça qu'on appelle ça Monroe 2.0. C'est vraiment, ils vont maintenir l'hégémonie du commerce américain, ses exports et les prix. Et toute l'organisation de Trump était une bifurcation par rapport à Biden, qui était dans une doctrine classique néoconservatrice de, on va dire, maintenir la puissance américaine par sa diplomatie, par sa puissance militaire, par ses accords otanesques. Là, on a un président Trump qui revient à une espèce de surprotectionnisme isolé, America First, où il va détruire toute potentiel économique au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, pour maintenir le marché, pour maintenir les prix et donc pour maintenir l'hégémonie du dollar face à ce qu'il pense être le pays problématique par-dessus tout, qui est la Chine. Voilà. Tout ça, c'est ce que fait Trump. Et donc, dans cette organisation de son commerce mondial, il va détruire d'abord ensuite l'Ukraine et la Russie. Il va faire une paix négociée pour pouvoir faire repartir le commerce. C'est ce que je disais dans le trade, etc. Pour pouvoir faire repartir le commerce russo-ukrainien et choper les ressources qu'il y a en Ukraine. Pareil là au Venezuela, il veut faire tomber Maduro pour essayer de trouver quelqu'un un petit peu plus conciliant. euh, et il y a des forces impérialistes, pro-impérialistes, qui avaient essayé de faire un putsch contre Maduro après les élections il y a quelques années, comme ils ont réussi dans d'autres coups d'État au Chili, comme ils avaient réussi en Colombie avec Uribe, comme ils avaient réussi avec Ortega au Nicaragua. Voilà, donc il y a vraiment l'habitude de ces chasses chez les Américains pour effectivement contrôler le marché, contrôler les sources d'approvisionnement et contrôler les prix, et donc refaire des États-Unis, non pas
la première puissance militaire mondiale ou la première puissance de consommation mondiale, mais la première puissance commerciale mondiale. C'est ça la nouvelle façon de Trump de penser la diplomatie. Ouais, et là-dedans, on a aussi quelque chose qui intervient, qui est un peu particulier, qui est différent de ce qui s'est passé en Iran, c'est que Trump a annoncé donc avoir kidnappé Nicolas Maduro, ainsi que sa femme, ce qui est quand même assez peu commun. D'ailleurs, ça s'est fait très très rapidement. Ça a été confirmé par Delcy Rodriguez, qui est maintenant du coup qui était la vice-présidente du Venezuela et qui du coup maintenant fait office de présidente du Venezuela. Même si l'homme fort du Venezuela, c'est plutôt Pedroni, je crois qu'il s'appelle. C'est Ouais, comment s'appelle le chef de l'armée, en gros, qui mm, était un peu le numéro 2 numéro du 2, quoi. Venezuela depuis 2016. Et ça, c'est en fait, on peut avoir peur de cette réussite américaine parce que s'ils ont réussi à capturer Maduro aussi rapidement et à faire quelque chose de cette ampleur, on va dire, on pourrait imaginer que ça leur donne des idées pour autre chose. On peut penser à Cuba, on peut penser à l'Iran. Alors ça va être plus compliqué en Iran parce que C'est c'est vrai que historiquement, en Amérique du Sud, les Américains ont des relais très importants, ce qui leur permet aussi de faire des opérations en faisant monter des courants en interne et des choses comme ça. C'est quand même moins le cas en Iran. Mais voilà, c'est toujours déjà très, très triste et très mauvais, on va dire, pour un peuple que leur président, quand bien même il soit critiquable, se fasse kidnapper comme ça. Mais en plus, ça peut donner des ailes à Trump, qui est encore quand même en début de mandat et qui pourrait aller beaucoup plus loin que s'arrêter au Venezuela, quoi. Ouais, clairement. Alors c'est numéro 2, hein, c'est Vladimir Padrino Lopez, donc Ah, c'est qui a Padrino. annoncé. Ouais, voilà. Mais, mais il faut savoir que Trump est aussi, voilà, tu parlais de relais, est aussi assez proche de Bukele, hein, au Salvador. C'est un allié très très important, hein, pour, c'est vraiment pour moi l'international réactionnaire, fasciste, hein. Il y a des gens qui adorent Bukele, soi-disant contre sa guerre contre le narcotrafic. On voit bien qu'en fait, sa guerre contre le narcotrafic a été une reprise en main de l'État fasciste, de l'économie locale, de la destruction des classes populaires, de la violence, de la mise sous contrôle. Et aujourd'hui, Bukele est un relais de Trump très important dans l'expulsion d'immigrés sud-américains. Trump envoie tous comment dire, les gens qui considèrent comme qui n'ont pas droit d'être sur le territoire américain vers Bukele. Donc, ces relais-là, ils sont aussi très importants. Je ne sais pas quel rôle ils ont joué dans le Venezuela, mais on voit c'est quand même une opération qui s'est très bien passée. On voit tous nos médias pro-impérialistes féliciter ça en disant ouais, c'est parfait. Hop, ils ont amené les héliports, ils ont attaqué les défenses sol-air, et hop, ils ont pu faire venir. Enfin, c'est vraiment c'est Call of Duty Black Ops, quoi. Enfin, tout s'est bien passé, quoi. Vous avez fini le jeu. Ça demande quand même un petit peu de problèmes sur le terrain, un petit peu de contradictions, et donc sûrement des relais. On va voir là, et a priori, ils ont été extradés, hein, Maduro et sa femme. Je viens de voir à l'instant que l'état-major américain parle de leur procès pour narcotrafic. Donc vraiment, je rappelle, hein, que les États-Unis sont les plus gros narcotrafiquants du monde, que ce soit légal ou illégal. Tu as parlé du fentanyl, etc. Et dans toute, je veux dire, l'organisation du commerce mondial, de pavots, etc., ils sont très très importants. Voilà. Donc cette idée de narcotrafic, en fait, comme Bukele, est un moyen de militariser, de fasciser et de contrôler l'économie et les ressources partout sur la planète. Voilà. Euh, les Vénézuéliens ne sont pas la tête de pont du narcotrafic, tout le monde le sait. La Colombie, beaucoup plus proche de Trump, est beaucoup plus importante dans le narcotrafic. Ils n'iront jamais attaquer la Colombie, mais cette idée de Et puis narcotrafic... si un pays a un problème de narcotrafic, je vois pas pourquoi tu irais kidnapper son Oui, président, tu oui, vois, non, mais genre, on est tu peux complètement très bien d'accord. à la limite mettre des sanctions au mec, ça peut s'imaginer. Mais je veux dire, Trump c'est quand même quelqu'un qui a comme allié Israël, qui a littéralement fait un génocide sur des mecs, c'est quand même plus grave Qui que continue un génocide. même si Maduro avait fait ce que Trump dit qu'il a fait, ce qui est sûrement faux, hein, au vu de l'historique des États-Unis dans le mensonge pour perpétrer des guerres,
ça reste beaucoup moins grave que de faire un génocide, tu vois? Et pourtant, Trump soutient inconditionnellement, Benyamin Netanyahou. Mais Trump a fait ce que l'OTAN, qui a mis des sanctions à juste titre hein, contre Poutine, il est rentré dans un pays souverain pour enlever un président, d'accord, qui ne lui convenait pas. Voilà. Donc on attend maintenant les réactions appelant au boycott, au gel des avoirs des Américains en France, au gel des compagnies américaines en France, au gel des yachts américains à Saint-Tropez, etc. On a au retrait des Américains des Jeux Olympiques, tu vois, tout ce genre de trucs qu'on a vu pour la Russie, qui était, allez, on va dire légitime, admettons, on attend la même chose pour les États-Unis. Le boycott des universitaires américains, le boycott, voilà, on attend la même chose puisque c'est exactement ce qui s'est passé en février 2022. Des forces militaires, c'était des chars, ont passé la frontière ukrainienne, des chars russes, là, des hélicoptères américains. Alors peut-être que pour nos impérialistes type Usul ou Jadot, si tu passes par l'air, c'est pas pareil que passer par la terre, tu vois, il y a peut-être des bonus ou, tu vois, ou Attends, on des rappelle malus. que, tu sais, Usul disait que aujourd'hui Poutine était allié avec Trump. Trump est capable de capturer un président en fonction en 3 heures, tu sais. Ou- Donc, je peux te dire que si Trump était ligué avec Poutine contre l'Ukraine, Zelensky, il serait en steak haché depuis. Ouais, bien sûr. Et je Enfin, je veux rappelle dire, que c'est là, la folie. Poutine, qui sait très bien qu'il faut jamais serrer la main des Américains, voilà, parce que à la fin, tu recomptes tes doigts, quoi, euh, vient de condamner effectivement de manière mesurée, parce qu'il y a un accord tacite entre les deux, mais dans sa position justement de mise à distance et des blocs, Poutine vient de dire qu'il était préoccupé par comment dire, l'intervention. Ce qui est très intéressant parce que il ne la condamne pas vraiment, mais en même temps, il est obligé de ne pas s'aligner complètement. Donc on voit Ça, effectivement c'est le quelque jeu chose de qui est Poutine. intéressant et qu'on doit analyser aussi, c'est l'isolement du Venezuela. Hum, Fut un temps, on avait l'URSS qui empêchait quand même ce genre de choses. Alors, qui empêchait parce qu'elle pouvait soutenir militairement, qui empêchait parce que si on n'avait peut-être pas envie de mettre le feu aux poudres dans une, comment ça s'appelle, dans une guerre froide où il y avait une course à l'armement, où il y a eu la crise des missiles à Cuba, des choses comme ça, tu vois, qui faisaient potentiellement penser aux gens et aux capitalistes, notamment, que s'ils allaient trop loin, il y aurait une guerre nucléaire, en fait, contre un bloc qui était capable de tenir une guerre de haute intensité. Aujourd'hui, quand un pays comme le Venezuela, qui a voulu se dire socialiste, qui a voulu être héritier au moins d'une révolution bolivarienne, qu'elle a peut-être en partie aussi, ou elle a peut-être en partie concédé des choses, je veux dire, mais qui a voulu faire ça, on voit que ce pays est isolé et les seuls vrais soutiens qu'ils vont trouver, c'est Cuba et la Corée du Nord, tu vois. Sauf que c'est des hum. pays, Cuba et la Corée du Nord, qui pèsent rien au niveau international et rien au niveau militaire, quoi. Et ça, c'est vraiment gênant. Même la Chine ne peut pas vraiment soutenir le Venezuela parce que j'imagine qu'elle ne peut pas se retrouver dans un conflit armé à raison avec les États-Unis, tu vois. Mais ça pose question aussi sur la manière dont l'internationalisme aujourd'hui est mort, tu vois. Et quelque chose à reconstruire, tu vois, parce que on ne pourra pas tenir et faire tomber les impérialistes en laissant seul chaque pays comme ça aux mains des impérialistes, tu vois. Comme on l'a dit plusieurs fois, mais on va le répéter, l'impérialisme est unique, c'est le capitalisme. Et l'impérialisme n'est que le stade suprême du capitalisme. Et toutes les nations capitalistes participent à l'impérialisme. Et avec soit de l'alliance, de la coopération ou de la rivalité. Il n'y a qu'une façon d'être anti-impérialiste, c'est d'être communiste. Ou au moins d'être sur la voie du communisme ou du socialisme. C'est pour ça que Cuba, le Venezuela, euh, la Corée du Nord, n'étant pas intégrés dans le commerce mondial et étant sur une voie socialiste avec des réussites et des problèmes, hein, voilà, c'est compliqué, et d'ailleurs ils subissent des embargos, etc., sont des nations anti-impérialistes, ce qui n'est pas le cas de la Russie pour autant. C'est une nation de l'impérialisme, elle peut s'opposer au centre, puisqu'elle est périphérique, mais elle n'est pas anti-impérialiste. Et la Russie va jouer de sa position, comment dire, nationaliste, impérialiste, en contradiction avec le centre, des fois de soutenir des nations authentiquement impérialistes, communistes. Mais il n'y a pas de bloc anti-impérialiste, comme tu l'as dit, c'était l'URSS à un moment donné, c'est-à-dire un bloc communiste qui va contre
le marché, la concurrence et l'hégémonie des capitalistes, c'est-à-dire de la propriété privée. Voilà. Il n'y a pas voilà, les gens qui parlent de capitalisme d'État, on fera une autre capsule là-dessus sur l'Union soviétique, sont des fanfarons au mieux et au pire des collaborationnistes de l'impérialisme américain. Voilà, donc, la problématique de la Chine, c'est qu'ils sont dans un entre-deux. Ils ont, avec leur socialisme de marché, leur denguisme très intéressant à plein de titres, ils sont extrêmement intégrés au marché américain. Ils en ont besoin. Donc c'est pour ça que la guerre mondiale, paradoxalement, entre ces deux pays n'est quasiment plus possible. On n'est plus dans une concurrence nationaliste comme on pouvait l'avoir au XXe siècle pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Ce ne sont plus des pays qui ont besoin et de ressources et de marché intérieur. Voilà, donc de ressources intérieures pour leur marché intérieur. Ils sont imbriqués. Il y a un pays qui est ressources de produits manufacturés, la Chine, et l'autre qui est consommateur. Et si l'un attaque l'autre, ben, l'un perd ses marchés, et l'autre perd son producteur. C'est très très compliqué. Donc là, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est ce qu'essaye de faire Trump, c'est de redevenir une puissance qui capte des ressources pour pouvoir produire et consommer à l'intérieur, c'est-à-dire s'extirper de cette intégration avec la Chine. Tout ce qui fait que ce soit commercial avec les droits de douane ou les interventions au Moyen-Orient, en Iran et là au Venezuela, c'est ça, s'extirper de son intégration avec la Chine, revenir sortir du néolibéralisme, revenir à un libéralisme concurrentiel, acharné, violent, et remettre l'hégémonie du dollar. C'est pour ça qu'on parle de doctrine Monroe 2.0. Et le Venezuela est un problème dans cette hégémonie-là, et donc il va le faire tomber. Et demain, il fera tomber Cuba. La Corée du Nord est très à l'écart, tu vois, c'est pas son terrain de jeu préféré, mais ce qu'on voit par exemple au Chili, les renoncements du Chiliens, etc., de Boric, et le basculement à l'extrême droite aujourd'hui du Chili, c'est aussi ça. C'est aussi justement un pays qui, sans axe, sans soutien anti-impérialiste, c'est-à-dire anticapitaliste mondial, ne peut pas tenir simplement avec la transformation social-démocrate face à ce que Trump veut pour l'Amérique du Sud, c'est-à-dire de devenir des vassaux de son impérialisme. Ouais. Là, ce qui va être intéressant, je trouve, dans les prochaines heures, ça va être de regarder les médias. On sait que Trump va parler à 17h et on va essayer de sortir cette vidéo d'ici 17h. D'ailleurs, on va pas faire de montage ou extrêmement peu pour justement essayer de sortir cette vidéo très rapidement. Et du coup, là, je vous ai mis une information. Donc, c'est les terroristes états-uniens, parce que on se rappelle de l'utilisation du terme terroriste pendant le conflit israélo-palestinien. Je vois pas en quoi là, c'est pas du terroriste de bombarder des Ce sont des civils. terroristes. Voilà. Ont tué une jeune femme de 24 ans dans son lit à Caracas. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être traité dans les médias. J'ai déjà un petit peu vu. Et vous allez voir quelque chose en 4K. C'est que, ok, Trump, c'est pas bien par rapport à Biden pour les médias. La plupart des médias vont vous dire ça. Alors, CNews vont préférer Trump, mais la plupart des médias sont encore sur un truc. Vaut mieux le social-démocrate à Trump, c'est un fasciste. Mais maintenant que Trump est au pouvoir et attaque des régimes qui veulent se dire du socialisme, vous allez voir qu'ils vont choisir entre Maduro et Trump et ça va vous faire tout drôle. Ça va être marrant de voir qu'en fait, ils vont dire ah oui, mais quand même, c'était Maduro, quoi. C'est ouais, faut pas attaquer d'autres pays, sauf si en fait ils sont un peu socialistes et puis qui veulent pas forcément faire tourner leur pétrole sur un marché qui serait favorable à l'impérialisme. En gros, ça va être intéressant de voir ça. Et c'est intéressant aussi de voir la réaction des gens de gauche. Alors, tous les présidentiables de gauche, quasiment, ont réagi à ça. Mais moi, je suis allé voir quelqu'un qui s'appelle Raphaël Glucksmann. Et vous allez voir que Raphaël Glucksmann, alors quand je suis allé le voir, il avait toujours pas réagi. Ah bah, il vient de réagir il y a 13 minutes. Donc, il nous met... Alors, voilà. C'est intéressant, son tweet commence par « Pas une larme pour le plutocrate Maduro ». Il faut avoir conscience que nous entrons dans un monde sans droit international où prévaut la loi du plus fort. La voix de Trump n'est pas la nôtre, Français et Européens. Défendons nos intérêts et principes. Donc le mec, son tweet principal, c'est de dire pas une larme pour Maduro quand un pays est attaqué par l'impérialisme US. C'est une folie. Seul le peuple vénézuélien est légitime à décider de l'avenir du Venezuela. D'accord. Mais bon, du coup, ils avaient quand même choisi le chavisme, ils avaient quand même choisi la voie de la révolution bolivarienne, le Venezuela. Et je pense même s'ils peuvent ne pas être contents de Maduro sur certains points, je pense qu'ils préfèrent Maduro à une agression impérialiste et puis que le pays soit à feu et à sang, quoi. Mais là, typiquement, ce qu'il vient de dire, c'est ce qui va se passer. C'est qu'ils vont mettre en place des élections fantoches pour mettre quelqu'un à leur tête. C'est exactement ça. Mais tu vois, et là, il citera Machado, la nouvelle prix Nobel de la paix d'extrême droite trumpiste, d'être la nouvelle présidente démocratiquement élue, je sais pas quoi, tu vois. Exactement.
Mmh. Ce gars a une serpillière, enfin, c'est la folie. Et la parole doit lui être rendue au plus vite, voilà. Nous, Européens, sommes prévenus, la doctrine Trump, ce ne sont pas des mots. Nous devons construire notre souveraineté sans délai. Et c'est marrant parce que tout avant, c'est la lutte du peuple iranien contre le régime des mollahs n'a pas commencé hier et ne s'arrêtera pas demain. Elle durera jusqu'à la chute de la tyrannie. En fait, c'est toujours pareil. Encore une fois, le régime des mollahs, c'est pas notre idéal communiste, mais ce mec, son agenda, c'est de taper sur Maduro et de taper sur les Iraniens quand tu as un pays comme les États-Unis où vous avez Mike Pompeo, l'ancien pas bras droit mais presque de comment il s'appelle de Trump, qui explique que 2026 ça fait 47 ans du régime des mollahs et que c'est la 47e présidence pour Trump et que c'est peut-être un signe que bientôt il y aura plus de régime des mollahs, quoi. Donc quand les Américains commencent à remettre un petit peu la pression au régime des mollahs, il y a Raphaël Glucksmann qui arrive, et puis quand ils viennent kidnapper un président, ils disent ah oui, pas une larme pour lui. Enfin, vraiment, c'est Mais la il folie de revient. voir cette gauche, enfin c'est même pas une gauche, tu vois, mais ce centre-gauche totalement soumis à l'impérialisme US, avoir ce genre de réaction, et ça fait peur pour l'avenir, hein. Parce que si c'est pas Mélenchon, mais c'est un Glucksmann qui arrive au pouvoir, ça va être la France-Afrique 2.0, ça va être l'impérialisme à gogo, quoi. Et en fait, on voit bien la division du travail des impérialistes là entre les libéraux fascistes quoi ou ultra-réactionnaires, trumpiens et ses alliés soi-disant sociaux-démocrates. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la révolution orange, un pays qui est plus cher à Glucksmann soi-disant, enfin plus cher, sur le plan de la monnaie je pense, hein. Mais voilà, en 2004, la révolution orange, c'était la même chose. On a une déstabilisation du pays par la CIA, alors sans intervention, hein, donc là beaucoup plus caché, à l'ancienne, type néoconservatrice, mais on était sous Bush, voilà, et qui ensuite a débouché sur des élections de Yushchenko, voilà, en disant bah, c'est des processus démocratiques, etc. Là, c'est exactement la même chose. Glucksmann, qui est un agent américain, moi je le dis clairement, qui est un agent américain, prépare la suite, c'est-à-dire comment dire, la félicitation de l'autonomie démocratique d'avoir élu quelqu'un pro-Trump ou pro-américain ou pro-occidental ou pro-UE après l'intervention américaine qui a capturé Maduro. Voilà, c'est un complice, voilà, et il se divise le travail. Les gens font le sale boulot d'extraire Maduro et lui va faire le boulot de légitimer la nouvelle personne anti-Maduro, pro-commerce, pro-business. Je rappelle, hein, qui c'est qui a félicité les Américains? Javier Milei, Bukele forcément, etc. Et là, bah, en fait, eux, ils jouent entre deux. Et il va dire ah bah c'est bien qu'on se soit débarrassé de Maduro. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Je te Et dis, limite, c'est encore plus dégueulasse et sans c'est courage. encore plus Parce qu'à la dégueulasse. limite, tu vois le gars qui assume, qui dit nous on est des gros porcs, Oui. on vient kidnapper, mais lui dit je suis pas pour, mais quand même je suis pas pro Maduro, c'était un connard, Mais et bien on sûr va qu'il mettre est quelqu'un à pour. la place. Ben oui, c'est vraiment une. Enfin, c'est la même chose sans le courage, tu vois. Sans le courage au moins d'assumer d'être un fasciste, tu vois. Genre, Et de toute, et de c'est toute, honteux, quoi. et de toute façon, et ce que fait là Trump, c'est c'est une opération réussie pour eux parce que voilà, avec des complicités. Si ça avait échoué, par exemple, ils auraient déstabilisé le pays et ils auraient mis la pression sur d'autres, etc. De toute façon, ils auraient réussi leur opération de déstabilisation d'une puissance concurrente sur le pétrole. Ça, c'est pas le problème. C'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui au Moyen-Orient avec Shara al-Sisi en Égypte ou avec Shara en Syrie après Assad, etc. Ils font en sorte que les États soient déstabilisés pour éviter qu'ils puissent opérer leur souveraineté sur les ressources, sur le commerce, etc. C'est-à-dire contrecarrer leur plan. Voilà. Donc lui, il va arriver et il va faire en sorte de valider, et tous les Occidentaux vont valider le retour de la démocratie au Venezuela, et ce qu'on a dit, et de la liberté, aka liberté et démocratie dans la bouche de ces gens, ça veut dire le commerce et la propriété privée. C'est ni plus ni moins. C'est Hayek, c'est Friedman, c'est tous ces gens-là qui ont fait tomber Allende pour mettre un dictateur comme Pinochet. Liberté et démocratie dans la bouche d'un Glucksmann signifie le commerce et la propriété privée. Et ce qui est drôle en plus là-dedans, enfin drôle, c'est que la propriété et le commerce, sauf quand par le commerce, tu produis du pétrole moins cher que les États-Unis. Là, faut quand même Mmh, pas aller trop loin, faut pas mmh, que mmh. ton pétrole soit Exactement. quand même pas Mmh. assez cher. Bon, on peut peut-être terminer sur, même si on en a déjà un peu parlé, sur les prévisions sur ce qui va se passer là. Est-ce que Maduro va être remplacé par Machado, donc la meuf d'extrême droite, prix Nobel de Bah, la paix, trumpiste? Est-ce il va être remplacé par quelqu'un un peu plus d'entre-deux, qui pourrait peut-être un peu mieux vu par les Vénézuéliens, qui serait peut-être un choix plus intelligent pour les impérialistes? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Moi, je pense qu'on va aller vers une force de déstabilisation comme on a pu connaître au Burkina Faso. C'est d'abord peut-être que le Lopez, le numéro 2, peut-être va prendre, faire une forme d'intérim, négocier avec les Américains, heu, pour justement ensuite mettre en place un soi-disant processus d'élection pour arriver à avoir une force beaucoup plus libérale ou Un genre alignée de sur Blaise les intérêts Compaoré, quoi, américains. c'est ça? Voilà, bah, lui va, Lopez serait plutôt un Blaise Compaoré. Alors pour les gens qui ont pas la ref, c'était le frère, absolu de Sankara, qui Enfin, a sauf que bah, Lopez, qui il a pas trahi. Enfin, on sait pas s'il a trahi Maduro. voilà, Peut-être qu'il non a trahi, mais mais pour l'instant, moi, j'en sais rien, on tu n'en vois. sait rien, tu vois? Mais moi, je pense que, en général, ça finit comme ça. Voilà, je rappelle, hein, pour les gens qui savent pas, que Pinochet était aussi, allié avec Allende, hein, avant de le tuer, il n'est pas débarqué, de l'extérieur. Donc heu, donc heu, donc ouais, je pense qu'avec, un processus comme ça, on va pas aller vers un dictateur américain. Je pense que ce c'est pas enfin, voilà, pro-américain, même si c'est possible avec Trump d'avoir un espèce de Bukele, vénézuélien. Je pense pas qu'ils auraient ces ressources-là. Non, je pense qu'on va avoir 2 étapes. Une négociation avec les forces locales, une transition et un retour aux élections qui fera élire ensuite une ou un président aligné sur le commerce de Trump et on va dire équilibré avec les intérêts vénézuéliens pour faire une transition comme on a eu, je parlais de la révolution orange, c'était classique en 2004 en Ukraine. Voilà, Mais le pour délire avec ces sortir. histoires d'élections, c'est que si ce soir ils font des élections, je pense que c'est toujours un Bolivarien qui va arriver en tête, surtout avec ce qui s'est passé. Donc en fait, il va y C'est pour avoir ça qu'il y toute aura une une transition. campagne pour faire en sorte que ce soit pas le cas. Et les mecs comme Kluxman te disent c'est la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, si elle donne un Bolivarien, tu le kidnappes. Si tu refais la démocratie, que ça redonne un Bolivarien, tu le rekidnappes. Jusqu'à ce que ce soit plus un Bolivarien, tu dis c'était la démocratie. Tu vois. Enfin, c'est En n'importe fait, quoi. dans, Tu vois. dans tous les cas, si là, il y a l'appel du Parti communiste vénézuélien qui a appelé à résister partout, dans tous les quartiers. Il faut absolument être d'accord avec ça. Mais dans tous les cas, si le pays résiste et se met en émeute révolutionnaire bolivarienne, de toute façon, les États-Unis auront gagné. Eux, ce qu'ils veulent, c'est soit un alignement, soit un pourrissement. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est des États autonomes capables d'avoir des politiques contre les États-Unis. Donc, la question, c'est les élites, on va dire, post-Maduro, qu'est-ce qu'elles vont choisir? Est-ce qu'elles vont choisir un peu ce que fait Chara en Syrie, d'essayer d'équilibrer les choses, de garder un contrôle étatique, en essayant de ménager la chèvre et le chou? C'est pas simple, voilà. Mais pour pas être totalement aligné avec les Américains et pas tomber dans la guerre civile, ou bah, on va aller vers un processus beaucoup plus violent et qui peut déboucher, bah, soit effectivement sur le retour d'une unité bolivarienne révolutionnaire très chaviste, voilà, mais c'est aussi le risque de tomber vers la dictature fasciste. Et en Venezuela, on peut en trouver facilement des prétendants fascistes, quoi. Voilà. Ouais, je pense partout en plus. Mais oui. Ouais, c'est ça, surtout en ce moment. Voilà. Donc on va vers ces deux possibilités-là. Moi, je vais finir en disant, euh, on essaie de le lancer, mais là, il va y avoir comment dire, une manifestation à la République à 18h. Si vous êtes à Paris, allez-y. Essayez on a fait il y a eu le hashtag Stop Génocide, Stop War Israël, balancez Stop USA. Et là, je dis bien Stop USA. Ce n'est pas Trump qui attaque le Venezuela, ce sont les Américains. Si ça avait été les démocrates comme Kamala Harris, ils l'auraient attaqué aussi. Tous les fanfarons qui font croire que Kamala Harris ou Trump sauraient changer les choses, c'est faux et archi faux. Il suffit de voir le bilan de Harris et de Biden sur le génocide en Palestine. Ils ont continué de livrer des armes à Israël, de livrer des informations à Israël pour que Israël génocide en Palestine occupée. Donc vraiment, stop USA, quoi. Vraiment, il faut en finir avec cette nation. Carrément, carrément. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre cette chaîne, tout ça. Vous avez tout dans les liens en description. Et sur ce, n'hésitez pas à aller aux différentes manifestations. Nous, on va continuer à traiter le sujet, bien sûr. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens, force à vous.